Bonjour, bonjour à tous. Ok, alors on est 25, on va attendre encore un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de connexion? Jeanne m'a dit que ce matin il y avait des problèmes chez Orange. Oui. Ah ben Jeanne, tu es là? Ça bug. D'accord, avec ton téléphone, ok. Avant qu'on commence les TS2, j'ai pas mis de cours euh, aujourd'hui en ligne parce que on va faire une classe virtuelle demain. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de créneau pour faire une classe virtuelle. Donc, on va faire une demain à 11 heures, après le cours de SVT. A priori, vous avez rien? Oui, pardon, les TS3. Excusez-moi. Les TS3. On va faire un cours demain, une classe virtuelle demain à 11 heures. Non, on est libre, ok. Donc, j'enverrai un message pour que tout le monde soit au courant, mais Madame Delaine, normalement, l'a mis sur le Slack, donc vous recevrez une notification. Et donc, demain, on fera le chapitre 4, début du chapitre 14 ensemble à 11 heures. Donc. Bon, Alan, tu es là, tu peux enregistrer. Mathias le fait, ok, bah parfait. Donc comme ça, s'il y en a qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu suivre à cause de la connexion, on pourrait regarder en différé. Bon, bah on va y aller, on est 28. Ok. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, on attaque notre cinquième et dernier chapitre de spécialité. On revient en arithmétique avec les nombres premiers. Bon, la notion de nombre premier, vous l'avez sûrement déjà rencontrée au collège. On va revoir et on va voir à quel point c'est pratique, à quel point c'est puissant, c'est performant pour démontrer des résultats en arithmétique. Alors, on commence par les définitions. Alors, donc là, c'est ce que je vous projette. C'est exactement le cours que je vais vous mettre en ligne. Donc là, j'ai fait un peu différemment des autres fois, c'est-à-dire que je vais vous mettre directement en ligne le cours avec les démonstrations dedans. Donc vous n'aurez pas un poly juste avec les énoncés et puis à part chaque semaine un papier avec les démonstrations. Là, j'ai tout rassemblé. Et donc je mettrai en ligne le document qui contient tout et qui est donc exactement ce que je vous diffuse là actuellement. Donc définition 1, on dit qu'un entier naturel P est un nombre premier si P admet exactement deux diviseurs positifs distincts, 1 et P. Donc on sait que tout nombre entier est toujours divisible par 1 et par lui-même, et un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement ces deux nombres comme diviseurs, ni plus ni moins. Et si un entier supérieur ou égal à 2 n'est pas un nombre premier, dans ce cas-là, on dit qu'il est composé. Alors, premiers exemples. Quels sont les nombres premiers inférieurs ou égaux à 20? Donc le plus petit des nombres premiers, c'est 2. Ensuite, c'est 3. 4 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 1, 2 et 4. Ensuite, ça va être 5. 6 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2 et par 3. 7, par contre, est premier. 8 ne l'est pas parce qu'il est divisible par 2, par 4. 9 non plus parce qu'il est divisible par 3, 10 non plus parce qu'il est divisible par 5 ou par 2. Par contre, 11 est premier.
12 ne l'est pas parce qu'il est divisible par 2, 3, 4, 6. Par contre, 13 est premier. 14 ne l'est pas parce qu'il est divisible par 2 et par 7. 15 est divisible par 3 et par 5. 16 est divisible par 2, 4, 8. Par contre, 17 va être premier. 18 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2, par 9, par 3, par 6, enfin par plein de nombres. Et par contre, 19 est premier. Puis 20 ne l'est pas parce qu'il est divisible par 2, par 10, par 4, par 5. Enfin bon. Donc voilà la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 20. Donc il y en a 8, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Alors des exemples de nombres qui ne sont pas premiers, 4 qui est égal à 2 fois 2, 6 qui est égal à 2 fois 3, 15 qui est égal à 3 fois 5, sont composés. Alors pourquoi composés? Bon, ça c'est ce qu'on va un petit peu démontrer dans la suite. Le mot composé vient du fait que un nombre qui n'est pas premier, vous allez pouvoir le décomposer en produit. Donc il est lui-même composé de nombres premiers. 15, vous pouvez l'écrire 3 fois 5. 6, vous pouvez l'écrire 2 fois 3, etc. Alors qu'un nombre premier, vous ne pouvez pas le décomposer comme ça, sauf à l'écrire une fois lui-même. Mais il n'y a pas d'autre façon de l'écrire. Alors, quelques remarques. D'abord, 0 n'est pas un nombre premier, parce qu'il admet une infinité de diviseurs positifs. On a dit au tout début de l'année que tout entier divise 0. Donc 0 n'est pas premier. 1 n'est pas premier parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. C'est un cas un peu particulier parce que dans ce cas-là, on a dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible seulement par 1 et par lui-même, mais dans ce cas-là, 1, c'est lui-même. Donc on pourrait penser qu'il est premier, mais si vous relisez bien la définition, j'ai dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui avait exactement deux diviseurs. Il faut que je prenne ma petite poignée. Voilà, exactement deux diviseurs. Donc 1 ne peut pas être premier parce que 1, il n'a qu'un seul diviseur positif. Ouais, donc tout ce cours, à chaque fois que je dirais diviseur, ça veut dire diviseur positif. Là, on va travailler que dans les entiers naturels. Donc si j'oublie de le dire, ne vous inquiétez pas, je pense que je n'ai pas oublié de l'écrire, j'espère, à chaque fois je l'écris. Mais diviseur ici, ça veut dire diviseur positif. Donc 1 n'est pas premier. Donc ces deux-là, 0 et 1, ils sont ni premiers ni composés, puisque dans la définition de composé, on avait dit qu'il fallait que ce soit supérieur ou égal à 2. Donc comme 0 et 1 ne sont pas supérieurs ou égal à 2, ils ne sont pas composés, ils ne sont pas premiers non plus, donc ils sont ni l'un ni l'autre. Par contre, tout entier au moins égal à 2 va être soit premier, soit composé. Pour n supérieur ou égal à 2, vous êtes soit dans un cas, soit dans l'autre. Alors, dernière remarque, le nombre 2 est le seul nombre premier qui soit pair, parce que si vous prenez un nombre pair supérieur ou égal à 4, et bien dans ce cas-là, il admet au moins 3 diviseurs positifs distincts, 1, 2 et lui-même. Donc, puisqu'il a au moins 3 diviseurs positifs distincts, il n'est pas premier. Alors, petit exercice, on se donne un entier n dans grand N et on pose a indice n égale n carré plus 4n plus 3. On nous demande de déterminer en fonction de n si an, là je me suis trompé, il faut que je corrige, là, ici c'est pas n, c'est an. Donc il faut dire en fonction de la valeur de n, si l'entier an est un nombre premier ou un nombre composé. Alors comment on attaque ce genre d'exercice? La démarche est assez souvent la même. Quand on vous donne un nombre comme ça et qu'on vous demande est-ce qu'il est premier, enfin un nombre pas explicite, on verra tout à l'heure comment on fait pour savoir si un nombre explicite, je sais pas moi, 131, 123, est-ce que c'est premier? Mais là, c'est un nombre qui dépend d'un paramètre n. Donc, quand on vous demande est-ce que ce type de nombre est premier, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de le factoriser. Puisque un nombre est premier si et seulement si il ne peut se factoriser que sous la forme une fois lui-même. Donc la question c'est est-ce que ce nombre admet une autre factorisation que 1 fois lui-même ou pas? Donc on va essayer de trouver des factorisations. Donc là vous avez un trinôme du second degré en n, n carré plus 4n plus 3. Donc ça, on sait que ça se factorise grâce à la théorie des polynômes du second degré en n-1 n1 fois n-2 où n1 et n2 sont les deux racines du trinôme. Donc en l'occurrence ici, les deux racines du trinôme c'est -1 et -3. Donc notre nombre an, il se factorise en n plus 1 fois n plus 3. Et on remarque de plus que, quel que soit l'entier n plus 1 est toujours strictement inférieur à n plus 3. Donc si ce nombre-là est un nombre premier,
on n'a pas le choix, ça impose que ce facteur-là doit être égal à 1 et ce facteur-là doit être égal à n. Il y a pas d'autre choix possible. Et donc ça impose que n soit égal à 0. Donc alors là, attention, j'ai dit si il est premier, alors ça impose que n égale 0. Mais pour l'instant, j'ai rien prouvé du tout. Il faut que je fasse la réciproque. Réciproquement, si je regarde A indice 0, A indice 0, ça fait 3, qui est bien premier. Donc, on conclut que n est premier si et seulement si n vaut 0. Moi, j'ai mis n égale 3, c'est n égale 0 ici. Si et seulement si n égale 0. Alors, et donc si n n'est pas égal à 0, bah, vous pouvez trouver une factorisation qui fait intervenir d'autres nombres que 1 et lui-même, donc il sera composé dans ce cas. Alors, petite remarque sur la réciproque, et pourquoi est-ce que c'est vraiment indispensable de faire cette réciproque? Si j'avais pris le nombre Bn égale n carré plus 5n plus 4, bon, on aurait pu faire exactement le même raisonnement, en disant ça se factorise en n plus 1 facteur de n plus 4, et donc si c'est premier, ben, ça impose que forcément ce facteur-là vaut 1 et ce facteur-là vaut Bn, et donc ça impose que n égale 0. Mais dans ce cas-là, B0 il serait égal à 4, et 4 n'est pas un nombre premier. Donc, c'est pas parce que vous faites une implication, si Bn est premier, alors n égale 0, que vous avez démontré qu'il y a équivalence, d'accord? Il faut bien faire la réciproque, et là, la réciproque, elle montrerait que c'est pas vrai. Dans ce cas-là, il n'y a aucun n pour lequel Bn est un nombre premier. Des questions jusque-là? Ok, Jeanne. Très bien. Alors, on continue. Comment étudier la primalité d'un entier? Donc la primalité d'un entier, c'est est-ce que un nombre entier est premier ou pas? Est-ce qu'il est premier ou est-ce qu'il n'est pas premier? C'est ce qu'on appelle étudier la primalité d'un nombre. Alors, pour étudier la primalité d'un nombre, on a cette propriété de 5, qui est la propriété fondamentale sur presque tout le reste va être basé. Tout entier n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Donc, du moment que vous avez un entier n qui est au moins égal à 2, vous pouvez toujours trouver un diviseur qui est premier. Alors, démonstration, on se donne un entier n supérieur ou égal à 2. Comme n est strictement plus grand que 1, l'ensemble de ces diviseurs strictement plus grands que 1, que je vais appeler d plus de n, donc d'habitude d de n c'est l'ensemble des diviseurs, là je vais mettre d plus de n pour dire tous les diviseurs strictement plus grands que 1. Alors attention, le strictement plus grand que 1 il est important. Donc l'ensemble des diviseurs strictement plus grands que 1 est non vide, parce qu'il contient au moins n. Un entier n est toujours divisible par lui-même. Comme n est au moins égal à 2, j'ai au moins un diviseur de n qui est strictement plus grand que 1. Donc, comme cet ensemble est non vide, c'est un ensemble d'entiers non vides, donc il admet un plus petit élément. Je vais appeler P ce plus petit élément. Donc P, c'est le plus petit diviseur strictement plus grand que 1 de l'entier n. Alors, supposons que P ne soit pas un nombre premier. Donc si P n'est pas un nombre premier, il admet un diviseur positif autre que 1 et lui-même. Puisque s'il était premier, c'est ça le diviseur positif, ça serait 1 et lui-même. Donc s'il n'est pas premier, ça veut dire qu'il admet au moins un diviseur autre que 1 et lui-même. Or, et donc ça veut dire que cet entier D, il est strictement compris entre 1 et P. Mais dans ce cas-là, vous avez que D divise P, par définition, et P divise N. Donc, par transitivité de la divisibilité, on sait que dans ce cas-là, si D divise P et P divise N, alors D divise N. Donc ça nous fournit un entier D qui serait strictement plus petit que P, mais strictement plus grand que 1, et qui diviserait N. Ça contredit la minimalité de P. P, on l'avait choisi comme étant le plus petit élément de D+. D+, c'est exactement les diviseurs de N plus grand que 1. Donc, on ne peut pas en trouver un autre qui soit plus grand que 1 et plus petit que P. Donc, c'est absurde et ça prouve que le nombre P est premier. Donc, on a bien trouvé un diviseur premier P de N. Et alors, en fait, cette démonstration, elle montre quelque chose de plus fort que ce que j'ai annoncé.
j'ai annoncé tout entier n plus grand que 2 admet un diviseur premier. Mais en fait, dans cette démonstration, on a montré que ce nombre premier, c'est le plus petit diviseur de n strictement supérieur à 1. Donc c'est un peu plus fort, j'ai démontré en fait le résultat suivant. Le plus petit entier n qui divise, le plus petit diviseur de n qui est strictement supérieur à 1, c'est forcément un nombre premier. Et donc la démonstration précédente, non seulement elle nous assure l'existence d'un diviseur premier, mais en fait elle le fait de façon constructive, c'est-à-dire elle vous dit comment trouver cet entier. Vous voyez, par exemple, quand on fait le théorème des valeurs intermédiaires, on dit si une fonction est continue et puis qu'elle change de signe, par exemple, ça veut dire qu'elle s'annule quelque part. Mais ça ne nous dit pas comment trouver où elle s'annule. C'est pas constructif, ça ne nous dit pas comment faire. Alors que là, la démonstration qu'on vient de faire, elle est constructive au sens où non seulement elle dit que tout entier admet un diviseur premier, mais en plus elle nous dit comment le trouver. Il suffit d'aller regarder le plus petit diviseur strictement plus grand que 1. Alors, de ça, on va en déduire le corollaire 7, qui est en 2 points. Premier point, tout entier composé supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Et deuxième point, tout entier n supérieur ou égal à 2 est premier si et seulement si n n'a pas de diviseur premier inférieur ou égal à partie entière de racine de n. Donc premier point, on va montrer que tout entier composé a un diviseur premier plus petit que sa racine carrée. Et deuxième point, c'est un critère pour savoir si un nombre est premier. Un nombre est premier si et seulement si on ne peut pas lui trouver de diviseur premier inférieur à partie entière de sa racine carrée. Alors, démonstration du corollaire 7. Premier point, donc, je prends un entier n supérieur ou égal à 2, composé. Alors, puisqu'il est composé, ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme d'un produit d fois d', avec d et d' qui ne sont pas égaux à 1 et n. Hein. Parce que si le seul produit qu'on pouvait trouver c'était 1 fois n, ça voudrait dire que le nombre est premier. Donc s'il est composé, il n'est pas premier, et donc je peux trouver une décomposition sous la forme n égale d fois d', avec d et d' qui ne sont pas égaux à 1 et n. Donc du coup, je peux prendre d inférieur ou égal à d', quitte à inverser les rôles, et du coup, d va être strictement plus grand que 1, et d' strictement plus petit que n. Par exemple, si n c'est 6, je peux l'écrire 2 fois 3. Si n c'est 12, je peux l'écrire 2 fois 6, ou je peux aussi l'écrire 3 fois 4. Peu importe, mais je peux l'écrire comme un produit de deux entiers, tel que le plus petit soit plus grand que 1 strictement, et le plus grand soit strictement plus petit que n. Alors du coup, si cet entier d là était strictement plus grand que racine de n, alors ça voudrait dire que d', qui est plus grand, serait aussi strictement plus grand que racine de n. Et donc, le produit d fois d' serait strictement plus grand que racine de n au carré. Mais racine de n au carré, ça fait n, et par définition, d fois d', ça fait n aussi. Et donc, on aurait n strictement plus grand que n, ce qui est absurde. Donc, ça nous prouve que l'entier d est forcément plus petit que racine carrée de n. Donc, en fait, ce que j'ai montré là, c'est que quand vous écrivez un entier comme un produit de deux entiers, eh bien le plus petit des deux, il est forcément plus petit que la racine carrée de n, plus petit ou égal. Alors maintenant, mon entier d, là, ici, il est strictement plus grand que 1, donc ça veut dire qu'il vaut au moins 2. Et donc s'il vaut au moins 2, d'après la propriété 5, je sais qu'il admet un diviseur premier p. Tout entier, au moins égal à 2, admet un diviseur premier. Donc je prends ce diviseur p, alors il est plus petit que d, et donc comme il est plus petit que d, il est plus petit que racine de n. Là, c'est pas donc, là c'est un p ici. C'est donc p est plus petit que racine de n. Mais du coup, parce que j'ai peut-être été un peu rapide là, l'entier p, il divise n, il divise d, pardon, mais d divise n. Donc, par transitivité, encore une fois, puisque p divise d et d divise n, p divise n. Donc, j'ai bien trouvé un nombre p qui est plus petit que racine de n et qui divise n. Donc, j'ai montré ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire que tout entier composé tout entier composé supérieur ou égal à 2 par définition, admet un diviseur premier plus petit que racine carrée de n. Alors maintenant, deuxième partie de l'énoncé, je dois montrer qu'un nombre est premier, un nombre supérieur ou égal à 2 est premier, si et seulement si il n'admet pas de diviseur premier plus petit que sa racine carrée.
Donc je prends un entier n au moins égal à 2. Alors, puisqu'il est au moins égal à 2, j'ai que deux cas possibles. Ou bien cet entier est premier, ou bien il est composé. Alors, s'il est premier, on sait que ses seuls diviseurs, positifs toujours, hein, c'est 1 et n. Mais donc, son seul diviseur premier, c'est lui-même, hein, puisque 1 n'est pas premier. Donc si n est premier, le seul diviseur premier, c'est n lui-même. Et comme n est au moins égal à 2, racine de n, c'est plus petit que n, strictement. Donc partie entière de racine de n, qui est plus petit que racine de n, est plus petit que n. Donc n n'a pas de diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n, hein, puisque son seul diviseur premier, c'est n, et la partie entière, elle est plus petite que la partie entière de racine de n, pardon, est plus petit que n strictement. Donc si n est premier, il n'a pas de diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n. Deuxième cas possible, n est composé. Alors si n est composé, d'après le point 1 qu'on a démontré ici, n admet un diviseur premier inférieur à racine de n. Mais ce diviseur premier p, c'est un entier, et donc, puisqu'il est plus petit que racine de n, il est plus petit que partie entière de racine de n. Puisque je vous rappelle que la partie entière, par définition, c'est l'entier qui est juste avant racine de n. Donc c'est l'entier le plus grand qu'on peut trouver juste avant. Là, ce qu'on est en train de démontrer dans le point 2, on est en train de démontrer que un nombre n supérieur ou égal à 2 est premier si et seulement si il n'admet pas de diviseur premier plus petit que sa racine carrée. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, si je prends un entier n au moins égal à 2, soit cet entier est premier. Donc, s'il est premier, il faut que je montre qu'il n'a pas de diviseur premier plus petit que sa racine. Mais, s'il est premier, son seul diviseur premier, c'est lui-même. Parce que s'il est premier, il est divisible que par 1 ou par p. Donc, son seul diviseur premier, c'est p lui-même. Enfin, c'est n, en l'occurrence, il s'appelle n. Donc, c'est n lui-même. Et n n'est pas plus petit que racine de n. Parce que n vaut au moins 2. Et le seul cas où vous avez racine de n égale n, c'est quand n vaut 0 ou vaut 1. Donc, si n vaut au moins 2, là, j'ai une inégalité stricte. Donc, je ne peux pas avoir de diviseur premier de n qui soit plus petit que partie entière de racine de n. Donc, quand p est premier, c'est bon. Maintenant, je vais montrer que quand p n'est pas premier, donc s'il n'est pas premier, c'est qu'il est composé. Alors, je vais montrer que dans ce cas-là, il a forcément un diviseur premier plus petit que sa racine carrée. Et donc, ce que je dis, c'est que d'après le point 1, ce qu'on a prouvé ici, c'est vrai. Tout entier composé a un diviseur premier plus petit que sa racine carrée. Et je peux même dire que c'est plus petit que partie entière de sa racine carrée. Parce que partie entière de la racine carrée, c'est le plus grand nombre entier juste avant racine de n. Et comme p est entier, s'il est avant racine de n, il est forcément avant partie entière de racine de n. Par exemple, si racine de n, ça vaut 36,8, ben un entier qui est plus petit que 36,8, c'est forcément plus petit que 36, parce que c'est un entier. Donc en fait, je peux prendre la partie entière ici. Et donc, ça prouve que ce que j'ai annoncé, quand il est composé, il admet un diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n. Donc quand vous avez un entier qui vaut au moins 2, il n'y a que deux possibilités. Soit il n'a pas de diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n, dans ce cas-là il est premier, soit il admet un diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n, et dans ce cas-là il est composé. Donc voilà les deux seules choses qui peuvent arriver et qui vont nous permettre de tester si les nombres seront premiers ou pas. Donc voilà, on conclut ce que j'avais annoncé. N est premier si et seulement s'il n'a pas de diviseur premier plus petit que partie entière de racine de n. Alors, méthode. Le résultat qu'on vient de démontrer, ça nous permet de dire que pour tester si un entier est premier ou pas, entier supérieur ou égal à 2, hein, il suffit de tester s'il admet des diviseurs premiers inférieurs ou égal à la partie entière de sa racine carrée. Alors ça, c'est extrêmement utile. Parce que prenez par exemple, je sais pas moi, 36. Si vous vouliez montrer que 36 est premier, ou pas, voilà, 37 on va dire plutôt, parce que 36 c'est évident qu'il n'est pas premier. Disons 37. Vous voulez savoir si 37 est premier ou pas? Ben, la méthode naïve, ça serait de chercher tous les diviseurs de 37. Donc vous allez tester, est-ce que 37 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, etc. Ça va prendre un peu de temps. Ce que nous dit le théorème, c'est que pour regarder si 37 est premier, il suffit de prendre racine carrée de 37, et même plus précisément partie entière de racine carrée de 37, ça va faire 6, et de regarder est-ce que 37 admet des diviseurs premiers plus petits que ce nombre. Donc, est-ce qu'il admet des diviseurs premiers plus petits que 6?
Alors les nombres premiers plus petits que 6, il n'y en a pas des milliers, il y a 2, 3 et 5. Donc il suffit de regarder, est-ce que 36 est divisible par 2, 3, 5 37, pardon. Or 37, c'est pas divisible par 2 parce que c'est un nombre impair. Est-ce que c'est divisible par 3? 3 plus 7, ça fait 10, qui n'est pas divisible par 3, donc non. Est-ce que c'est divisible par 5? Non plus, parce que ça se termine par 7. Donc il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, donc il est premier. Donc j'ai eu que 3 tests à faire. Donc ça, c'est vachement pratique, c'est vachement rapide. Et donc ça va être extrêmement pratique pour tester si des nombres sont premiers ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir. Là, j'ai pris l'exemple du nombre 131. 131 est-il un nombre premier? Donc, je calcule partie entière de racine de 131, je trouve que ça fait 11. Et donc, pour regarder si 131 est premier, il suffit de tester si 131 est divisible par un nombre premier plus petit ou égal à 11. Donc, ça nous laisse que 5 possibilités. Le nombre premier plus petit que 11, c'est 2, 3, 5, 7 et 11. Alors ça, on peut le faire à la main. Bon, comme 131 est impair, évidemment, il n'est pas divisible par 2. Si je fais la somme des chiffres, 1 plus 3 plus 1, ça fait 5. 5, c'est pas divisible par 3, donc 131 n'est pas divisible par 3. Le dernier chiffre de 131, c'est 1, donc 131 n'est pas divisible par 5. Alors, on avait vu un critère de divisibilité par 11 dans le chapitre sur les congruences, c'était de faire la somme alternée, c'est-à-dire je prends les chiffres, mais au lieu de faire la somme habituelle, 1 plus 3 plus 1, je fais la somme en changeant de signe à chaque fois. Donc je fais 1 moins 3 plus 1. 1 moins 3 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 n'est pas divisible par 11, donc ça, on avait vu que ça suffisait à dire que 131 n'est pas divisible par 11 non plus. Alors la seule chose qui est un peu plus compliquée, c'est par 7. On n'a pas vraiment de critère simple pour la divisibilité par 7. Dans ce cas-là, vous faites la division euclidienne, et vous trouvez que la division euclidienne par 7, ça donne 7 fois 18 plus 5. Donc vous avez un reste qui n'est pas nul, donc 131 n'est pas divisible par 7. Conclusion, puisqu'il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, c'est un nombre premier. Donc c'est assez rapide, hein, beaucoup plus rapide en tout cas que si vous testiez tous les diviseurs de 131. Des questions jusque-là? Non, pas de questions, personne? Ok. Alors, on va voir comment on peut utiliser cette méthode pour trouver, par exemple, tous les nombres premiers inférieurs à 100. On peut se dire, trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100, ça va être extrêmement long. Eh bien, en fait, il y a une façon de s'y prendre qu'on appelle le crible d'Ératosthène. Ératosthène, c'est un mathématicien grec de l'Antiquité. Et ce crible d'Ératosthène, il permet assez rapidement de trouver tous les nombres premiers inférieurs à 100. Alors, je vais le faire avec 100, on pourrait le faire avec 200, avec 300, on pourrait le faire avec 1000. Évidemment, plus le nombre que vous allez prendre est grand, plus ça va prendre de temps. Mais c'est quand même assez efficace. Donc, la méthode qu'on vient de voir me dit que pour savoir si un nombre est premier ou pas, il suffit de tester s'il admet des diviseurs premiers plus petits que sa racine carrée. Donc, si je prends l'inverse, si je prends par exemple le nombre 2, tous les multiples de 2 vont être des nombres qui ne sont pas premiers, sauf 2 lui-même. Tous les multiples de 3 vont être des nombres qui ne sont pas premiers, sauf 3 lui-même. Tous les multiples de 5 vont être des nombres qui ne sont pas premiers, sauf 5 lui-même, etc. Donc, la méthode du crible d'Ératosthène, elle consiste à dire, eh bien, je vais prendre tous mes nombres de 1 à 100, et en fait, je vais éliminer tous les nombres qui sont multiples des nombres premiers plus petits que racine de 100. Alors, racine de 100, c'est pas très grand, ça fait 10. Donc, il suffit que je regarde tous les nombres qui sont des multiples de 2, 3, 5, 7. Puisque si j'ai un nombre qui est entre 0 et 100, enfin entre 2 et 100 plutôt, et qui n'est pas premier, il admet forcément un diviseur premier plus petit que 10. Donc il admet forcément comme diviseur premier 2, 3, 5, 7. Donc si j'élimine tous les multiples de 2, 3, 5, 7, eh bien j'aurai éliminé tous les nombres qui ne sont pas premiers. Et ceux qui resteront seront donc des nombres premiers. Donc c'est ce qu'on va faire à l'aide de cette grille. Donc voilà, une grille où j'ai mis tous les nombres de 2 à 100. Et je vais, plutôt que de chercher à chaque fois les diviseurs, je vais au contraire éliminer tous les multiples. Donc je pars de 2,
et je vais dire, bon, ben, à part 2, tous les multiples de 2 sont des nombres qui sont composés. Donc je vais tous les barrer. Donc je barre un nombre sur 2, tous les nombres pairs. Donc, tous les nombres pairs au-delà de 2 sont composés. Donc je les enlève. Après, je recommence avec 3 et je barre tous les nombres qui sont des multiples de 3 et que je n'ai pas déjà barré. 6 par exemple, les multiples de 3, mais je l'ai déjà barré, donc c'est pas la peine de le rebarrer. Mais donc je vais barrer 9, je vais barrer 15, etc. Donc je barre tous les multiples de 3 que je n'ai pas déjà barrés. Voilà, ça m'élimine tous les nombres qui sont en rouge. Puis je recommence avec 5. Je vais barrer tous les multiples de 5 que je n'ai pas déjà barrés. Alors il n'y a pas grand-chose là parce que je vais avoir les multiples de 5 qui sont pairs, on les a déjà tous barrés. Il va donc rester juste les multiples de 5 qui sont impairs, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette colonne. Donc voilà, ça m'élimine cela. Et puis après, il reste les multiples de 7 que j'ai pas déjà barrés, donc il n'en reste pas beaucoup. Voilà, 49, 77, 91. Et donc, dans cette grille, tous les nombres que je n'ai pas barrés, ils n'ont pas de diviseur premier plus petit que racine de 100, donc ils sont premiers, d'après le corollaire 7. Donc là, c'est pas très visible, je vous ai refait un tableau un peu plus visible. Voilà, j'ai mis en gris tout ce qu'on avait barré. Et donc tous les nombres qui restent là, ce sont des nombres premiers, inférieurs à 100. Donc si vous en faites la liste, vous verrez qu'il y en a 25. Et les voici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Voilà, il y a 25 nombres premiers inférieurs ou égaux à 100. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Ok. Alors, on continue avec le dernier point du cours, le théorème d'Euclide. Alors, le théorème d'Euclide, c'est un théorème important qui nous dit que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. C'est-à-dire que la liste des nombres premiers continue indéfiniment. Je n'ai pas un nombre fini de nombres premiers, j'en ai un nombre infini. La liste des nombres premiers est infinie, elle ne s'arrête jamais. Alors ça, c'est un théorème qui a été démontré dès l'Antiquité, donc 3e siècle à peu près avant Jésus-Christ, dans les éléments d'Euclide. Alors la démonstration que je vais vous donner reprend essentiellement un argument d'Euclide. Alors il faut bien imaginer qu'à l'époque, on n'avait pas tout le formalisme qu'on a aujourd'hui, hein. Donc on ne savait pas désigner des nombres par des lettres, comme nous on le fait quand on dit soit n en entier, c'est quelque chose qui est assez récent, ça, hein. Le fait de donner des noms, enfin des lettres pour désigner des quantités abstraites comme ça, c'est quelque chose qui date du XVIe siècle à peu près, hein, entre 15e et 16e siècle. Et donc avant, on faisait des grandes phrases pour désigner le nombre qui, le nombre que, etc. Et donc la démonstration d'Euclide, en fait, elle n'est pas aussi rigoureuse que ce que je vais vous montrer là, mais il avait quand même l'argument. Enfin, voilà, l'argument fondamental, il l'avait. C'est juste la mise en forme qui n'est pas aussi rigoureuse que ce qu'on attendrait aujourd'hui. Mais bon, il ne faut pas faire d'anachronisme, hein. On ne rédigeait pas il y a 2000 ans comme on rédige aujourd'hui et les exigences de rigueur n'étaient pas les mêmes. Mais l'idée était là. Donc voilà, en gros, l'idée d'Euclide. L'idée d'Euclide pour montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini, c'est de raisonner par l'absurde et de supposer que l'ensemble des nombres premiers est fini. Donc je vais supposer que j'ai qu'un nombre fini de nombres premiers, et donc que je peux écrire la liste. Voilà, la liste ordonnée de nombres premiers, P1, puis P2, puis P3, et puis un jour ça s'arrête. Pn, c'est le dernier nombre premier. Donc avec cette liste, P1 c'est le plus petit nombre premier, c'est 2, P2 c'est 3, P3 c'est 5, etc. Et puis je suppose que ça s'arrête, qu'un jour il y a un nombre premier Pn qui est le dernier, et donc après tous les autres ils sont composés. Alors l'idée géniale, c'est de considérer le nombre grand N égale P1 fois P2 fois P3, etc. jusqu'à Pn. Donc je fais le produit de tous les nombres premiers, de P1 jusqu'à Pn, et à ça je rajoute 1. Donc je fais ça plus 1. Et on va montrer que ça aboutit à une contradiction. Pourquoi? Bon, clairement, le nombre grand N, il est plus grand que 2, hein, puisque déjà la P1, ça vaut 2, donc ce produit il est plus grand que 2, j'ajoute 1, c'est plus grand que 2.
Donc, puisque c'est un entier qui est plus grand que 2, il admet forcément un diviseur premier d'après la propriété 5. Or, puisque P est un nombre premier, il figure dans ma liste. Il est quelque part, c'est P1 ou c'est P2 ou c'est P3, enfin c'est l'un des nombres premiers qui est là. Il est dans la liste P1, P2, Pn. Et donc, puisqu'il figure parmi ces nombres-là, eh bien, il divise le produit P1 fois P2 fois Pn, puisqu'il est quelque part là, hein. Quelque part dans ma liste, j'ai P, donc ce produit est divisible par P. Mais P1, P2, Pn, si vous regardez la définition de grand N, qu'est-ce que c'est? P1, P2, Pn, c'est grand N moins 1, par définition. Donc ça veut dire que mon nombre P divise n-1. Mais par ailleurs, par définition, P divise n. Et donc s'il divise n et qu'il divise n-1, il divise toute combinaison linéaire des deux. En particulier, il divise la différence, n moins n-1. Mais n moins n-1, ça fait 1. Donc là, j'ai trouvé un nombre premier P qui divise 1. Ça, c'est absurde. Le seul diviseur positif de 1, c'est 1 lui-même. 1 n'a pas de diviseur premier. Donc, mon hypothèse de départ est fausse. À savoir, l'ensemble des nombres premiers ne peut pas être fini, puisque s'il est fini, eh ben, j'arrive à une absurdité. Donc voilà, l'idée d'Euclide, ça a été de regarder ce nombre-là, de se dire, je vais faire un produit de tous les nombres premiers et d'ajouter 1, et donc j'ai forcément un diviseur premier de ce truc-là qui ne peut pas être dans la liste que j'avais déjà. Donc voilà la preuve d'Euclide. On conclut que l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, je vais vous donner une autre démonstration qui utilise à peu près la même idée, mais qui est un tout petit peu différente et que je trouve intéressante, donc je vous l'ai mise là. Alors, une notation qu'on a déjà vue avec les TS3, cette fois-ci je ne me trompe pas Sophie, c'est les TS3, et que je ne sais pas si vous l'avez vu en TS1 avec Madame Bouillet, donc je l'ai rappelé pour tout le monde. Si n est un entier naturel, on appelle factoriel n, merci Sophie, on appelle factoriel n, qu'on note n avec un point d'exclamation derrière, le nombre qui est défini par factoriel 0, par convention, ça vaut 1. Et si n est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire s'il vaut au moins 1, factoriel n, c'est le produit de tous les entiers de 1 à n. Donc c'est 1 fois 2 fois 3, etc. Donc factoriel 1, ça vaut juste 1. Factoriel 2, ça vaut 1 fois 2, donc 2. Factoriel 3, ça vaut 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Factoriel 4, ça vaut 24, etc. Donc factoriel n, c'est juste une notation pour désigner le produit des entiers de 1 jusqu'à n, avec la convention que factoriel 0, c'est égal à 1. Alors on va voir comment utiliser ce nombre factoriel n pour montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. Alors je considère un entier n dans grand N quelconque, et je vais poser an égale factoriel n plus 1. Donc vous voyez, on retrouve un peu l'idée de tout à l'heure, hein. Je fais un produit d'entiers et j'ajoute 1. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à la preuve d'Euclide, sauf que là, je ne raisonne pas par l'absurde. Là, je vais montrer, sans raisonner par l'absurde, que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc là, je prends un n quelconque, je n'ai pas dit que n était premier, c'est n'importe quel entier, et je regarde factoriel n plus 1. Alors, ce nombre à n, il est forcément plus grand que 2. Pourquoi? Parce que factoriel 0, ça vaut 1, donc A0, c'est 1 plus 1 qui vaut 2. Et puis si n vaut au moins 1, factoriel n, c'est un produit d'entiers qui sont tous au moins égaux à 1, donc il est au moins égal à 1, et donc plus 1, c'est au moins égal à 2. Donc dans tous les cas, an vaut au moins 2. Donc comme an vaut au moins 2, d'après la propriété c'est 5 toujours, an admet un diviseur premier, que je vais appeler P indice n, parce qu'il dépend de n. Hein, par exemple, si je prends n égale 0, ça me donne factoriel 0 plus 1, c'est-à-dire ça me donne 2, et bien du coup, P0, ça sera 2. C'est un diviseur premier de 2. Si je prends n égale 1, factoriel 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Donc voilà, j'ai un nombre premier, P2, P1, pardon, qui est égal à 2. Si je prends n égale 2, factoriel 2, ça fait... factoriel 2, ça fait 3, ça fait 2, pardon, plus 1, ça fait 3. Et donc, mon P indice 2, ça sera 3, etc. Donc, pour chaque valeur de n, je peux trouver un nombre premier Pn. Alors, ce que je dis, c'est que si je prends un entier k qui est compris entre 1 et n, alors k divise factoriel n. Pourquoi? Parce que dans factoriel n, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Donc si je prends un entier k qui est compris entre 1 et n, il est forcément dans le produit factoriel n. Là, quelque part, hein, j'ai k. Par exemple, si je prends k égale 3, voilà, il est ici, mon 3.
je prends k égale 5, il est quelque part dans mes pointillés. Si je prends k égale 5, il est quelque part dans les pointillés ici. Mais donc, tout nombre compris entre 1 et n apparaît quelque part dans ce produit. Donc, k divise factoriel n. Et donc, si k divise factoriel n, eh ben, ça veut dire que modulo k factoriel n, il vaut 0, hein, puisque k divise factoriel n modulo k, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que an, c'est congru à 1 modulo k. Il reste juste le plus 1 qui est là. Mais, par ailleurs, je sais que Pn est un diviseur de An. Donc, comme Pn est un diviseur de An, ça veut dire que An, il est congru à 0 modulo Pn. Donc, d'une part, j'ai que An est congru à 1 modulo K, pour tout entier K compris entre 1 et N, et d'autre part, j'ai que An est congru à 0 modulo Pn. Donc ça veut dire que Pn, il ne peut pas être égal à K pour K compris entre 1 et N, parce que sinon, je devrais avoir le même reste ici. Hein. Si mon Pn ici est égal à un certain K ici, je devrais avoir le même reste. Or, les restes sont différents. Donc ça veut dire que Pn ne peut pas être un nombre entre 1 et n. Et donc, ça veut dire qu'il est forcément strictement plus grand que n. Donc, ce que j'ai montré, c'est que pour tout entier n, je peux trouver un nombre premier, P indice n, qui est strictement plus grand que n. Ben ça vous dit que l'ensemble des nombres premiers ne peut pas être borné. Puisque quel que soit l'entier n, je peux toujours trouver un nombre premier qui est plus grand que n. Donc l'ensemble des nombres premiers ne peut pas être borné, et un ensemble d'entiers qui n'est pas borné, c'est forcément un ensemble qui est infini. Donc il existe forcément une infinité de nombres premiers. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser le théorème dans le cadre de comparaison pour dire que cette égalité, elle montre que la limite de Pn, c'est plus l'infini. Et donc si la limite de la suite Pn, c'est plus l'infini, ça veut bien dire qu'il existe une infinité de nombres premiers. Des questions? Non? Très bien. Alors, on termine par un petit exercice. Exercice 13. On considère un entier n. Montrer qu'il existe n entiers naturels consécutifs dont aucun n'est premier. Alors ça, c'est assez marrant comme truc, parce que donc je viens de dire que des nombres premiers, il y en a une infinité. Donc c'est-à-dire que aussi loin que vous alliez dans la liste des entiers, eh bien, vous pourrez toujours trouver des nombres premiers. Par contre, on va montrer que dans la liste des nombres premiers, il y a des trous, et il y a des trous aussi grands que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des suites de 10 nombres consécutifs dont aucun n'est premier. Mais ce que je viens de dire avec 10, c'est vrai avec 100, c'est vrai avec 1000, c'est vrai avec 1 milliard, c'est vrai avec un nombre aussi grand que vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quel entier, vous trouverez toujours une liste de n entiers consécutifs dont aucun n'est un nombre premier. Donc ça veut dire que vous avez des trous dans la liste des nombres premiers, et ces trous, vous pouvez les rendre aussi grands que vous voulez. Alors, la démonstration, elle s'inspire, c'est pour ça que je vous l'ai mis là, cet exercice, elle s'inspire de ce que je viens de faire là, dans la deuxième démonstration du théorème d'Euclide. L'idée, c'est de considérer an égale factoriel n plus 1. Donc là, je réutilise le factoriel n. Donc factoriel n plus 1, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n plus 1. Et je vais considérer les n entiers consécutifs que je fabrique à partir de an en rajoutant plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à plus n plus 1. Donc ça veut dire que je pars de ce nombre, factoriel n plus 1, et puis je vais prendre tous les nombres entiers consécutifs à partir de an plus 2. Donc an plus 2, n plus 3, n plus 4, etc. jusqu'à an plus n plus 1. Alors ça, vous pouvez compter, ça fait bien n entiers, parce que ça en fait n plus 1 moins 2 plus 1. Entre p et q, il y a q moins p plus 1 nombre. Donc là, ça me fait n plus 1 moins 2, ça m'en fait n moins 1, mais plus 1, ça fait n. Donc il y a n nombres entiers ici, et ils sont tous de la forme a indice n plus k, avec k qui est un entier entre 2 et n plus 1. Du coup, ce que je dis, c'est que si je prends un entier k entre 2 et n plus 1, eh bien, ce nombre k, il divise an. C'est le même argument que tout à l'heure. Hein. K, il est compris entre 1 et n plus 1, donc il est forcément dans ce produit-là. Hein. N'oubliez pas que factoriel, ça cache un produit. Ça, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. fois n plus 1. Donc si k il est entre 2 et n plus 1, il est forcément dans ce produit. Donc k divise an. Mais par ailleurs, k se divise lui-même.
Et donc si k il divise AN et k, il divise la somme des deux. Donc il divise AN plus k. Qu'est-ce que ça prouve ça? Ben, ça prouve que AN plus k ne peut pas être un nombre premier. Pourquoi? Parce que le nombre k, il est strictement plus grand que 1, mais il est strictement plus petit que AN plus k. Pourquoi est-ce qu'il est strictement plus petit que AN plus k? Parce que AN est un nombre strictement positif. Donc si je prends k et que j'ajoute quelque chose de positif, c'est plus grand que k. Donc ça nous dit que AN plus k, il a un diviseur qui est strictement compris entre 1 et lui-même. Donc il n'est pas premier. Et donc ça veut dire qu'aucun de ces nombres-là, AN plus 2, N plus 3, etc., n'est un nombre premier. Et donc, on a trouvé une liste de n entiers consécutifs dont aucun n'est premier. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez théorique comme argument, parce que par exemple, si je vous demandais de m'écrire avec cette méthode-là une liste de 10 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers, il va falloir aller calculer factoriel 10 plus 1, c'est-à-dire factoriel 11. Alors, factoriel 11, c'est un nombre qui est déjà assez important. Si on calcule factoriel 11, ça fait à peu près 40 millions, 39 millions et des poussières. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller jusqu'à 39 millions, puis là vous trouverez vos 10. Alors, en fait, on va en trouver avant, hein, des listes de 10 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers, vous allez en trouver avant 39 millions. Mais cette méthode-là, c'est ce qu'elle me donne. Alors vous imaginez, j'ai pris n égale 10. Imaginez n égale 1 milliard. Hein. Il faut aller chercher 1 milliard plus 1 factoriel. Donc ça, c'est un truc qui est inimaginable pour nous. Mais ça existe. Ça existe. Et ça me donnera une liste de nombres entiers consécutifs dont aucun n'est premier. Donc voilà, ça vous dit que dans la liste des entiers, il y a des trous, il y a des suites dans lesquelles aucun nombre n'est premier. Des questions? Pas de questions? La preuve de quoi? Du fait qu'il y a des trous dans les nombres premiers? Aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais à mon avis, c'est assez vieux. Je sais pas qui l'a trouvé, ce truc-là. Je sais pas du tout qui l'a trouvé. D'autres questions? Non? Très bien. Bon, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine avec la relation entre les nombres premiers et la divisibilité. Je vous mets le poly en ligne et puis je vais vous mettre des exercices à faire. Ouais, on se retrouve à la même heure, là, maintenant chaque semaine, hein, pendant au moins 4 semaines, je pense. On va continuer ce cours et on se retrouvera toutes les semaines à 14 heures. Et en physique, pour les TS1, vous aurez tout le temps physique à 15h30 à partir de cette semaine. Et maths à 14 heures. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Et je vais vous mettre donc, le polycopie en ligne. Je vais essayer de corriger les petites erreurs que j'ai vues. Et puis je vous mets quelques exercices à faire pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et donc pour les TS3, on se retrouve demain matin après le cours de Madame Dallène, donc vers 11h, pour le chapitre 14. Voilà. Et puis donc du coup, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous serez là la semaine prochaine, parce qu'on sera déconfiné la semaine prochaine, vous aurez le droit de sortir. Mais les cours continuent. Hein. Donc j'espère que vous serez là. Et puis, d'ici là, bon travail et passez une bonne journée et une bonne semaine pour les TS1. Et à demain pour les autres.